Le problème auquel se confronte la recherche, c'est qu'il y a sur le même terrain, d'un côté la culture sourde et de l'autre le handicap auditif. Ils se superposent sans qu'aucun n'ait le dessus, et à partir de ces deux visions naît le débat. Bonjour, je m'appelle Yann, j'ai 42 ans et je vis en Île-de-France. Je suis maître de conférence en histoire des sourds à l'université Paris 8. Si aux États-Unis on parle de Deaf Studies, moi j'utilise plutôt la désignation d'études sourdes. Les études sourdes constituent un domaine de recherche qui regroupe, entre autres, l'anthropologie, la sociologie, la linguistique, la philosophie, l'histoire. Il permet d'étudier la place de la personne sourde dans la société, voir comment elle s'y insère, et ce qu'il aurait pu en être autrefois. Il étudie aussi les définitions et sens du mot sourd. Finalement, ça tourne autour de ces concepts-là. On peut dire qu'il y a 40 ans, quand ce domaine est né aux États-Unis, il était déjà bien plus développé qu'en France. Car avant d'être implanté et développé dans l'université de Gallaudet, il existait déjà des recherches linguistiques. Et suite à ces études qui démontraient que la langue des signes était une vraie langue, est apparu un lien logique et étroit avec l'identité sourde. Et c'est ce lien-là, la réflexion autour de ce lien-là qui a été bien approfondie. Du côté français, l'évolution est assez récente. Rappelons qu'en France, la linguistique s'est vraiment développée il y a moins de 40 ans. Donc également, le premier département de linguistique, on va dire pérenne, n'a ouvert qu'il y a 20 ans à peu près. Donc, la première thèse sur l'histoire des sourds n'a pas 15 ans. C'est très 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 récent ce développement. Et pourtant, je dirais pas que la recherche se développe lentement, je dirais plutôt qu'elle se développe en décalé. Et justement, ce décalage est sujet de débat, de réflexion et de rédaction pour bien comprendre les rouages. On commence à peine à structurer ces réflexions dans des articles. On n'en est pas encore à la parution d'un livre, parce que pour pouvoir faire un livre, il faudrait une réflexion bien approfondie et bien plus développée. Rappelons aussi que les personnes qui contribuent aux études sourdes sont très très peu à avoir un poste fixe. Vraiment. Alors oui, il y a quelques étudiants, mais ils restent très peu nombreux. Est-ce que ces recherches contribuent-elles à l'évolution de l'identité sourde ? On va voir que oui. Il y a 100 ans, les sourds se réunissaient en association pour réclamer la langue des signes dont ils avaient besoin. Et à cette époque, il y a eu comme un passage à vide, une période que j'appelle la période de déni, entre 1920 et 1970. À cette époque, on disait qu'il n'y avait pas d'identité sourde, que les sourds étaient malades, handicapés, parce qu'ils n'entendaient pas, etc. Donc cette identité a commencé à faner, mais au plus profond d'eux, il y avait toujours cette singularité. Mais qu'est-ce que cette singularité sourde ? Et puis qu'est-ce que ça veut dire singularité ? Qu'est-ce que ça veut dire être sourd ? C'est quoi la culture sourde ? Par exemple, les alarmes lumineuses, est-ce qu'elles font partie de la culture sourde ou est-ce qu'elles sont liées au handicap ? On se retrouve face à une problématique là. Donc, je vais vous expliquer aussi autre chose. Le problème auquel se confronte la recherche, c'est qu'il y a sur le même terrain, d'un côté la culture sourde et de l'autre le handicap auditif. Ils se superposent sans qu'aucun n'ait le dessus, et à partir de ces deux visions naît le débat. Prenons l'exemple du besoin d'interprète, qui est lié au manque d'accessibilité. Est-ce que l'accessibilité est liée au handicap ou à l'identité sourde ? Finalement, s'il existait un pays de sourds, est-ce qu'on aurait encore besoin d'interprètes ? Et si oui, qui en aurait besoin ? Voilà le genre d'exemple que soulève la croisée des points de vue, vous voyez ? Le débat a bien avancé aux États-Unis, mais la situation française est très différente. La société américaine a une structure particulière, elle est constituée de plusieurs minorités qui cohabitent un peu comme à l'image des pièces d'un puzzle, les unes à côté des autres. Alors qu'en France, nous sommes plutôt une société d'intégration. Si j'ai une identité minoritaire, je dois faire société. C'est ça la tradition française. Donc transposer le débat et les réflexions sur l'identité sourde des États-Unis en France n'est pas du tout approprié. Il faut développer une réflexion propre à la situation française. Ce travail a commencé et il est en cours. Est-ce que la recherche influence les associations militantes de sourds en France ? Je dirais pas encore. C'est vraiment à partir d'un développement solide de la réflexion qu'on pourra avancer. Après, il y a d'autres pays comme le Danemark, la Suède ou l'Angleterre qui commencent déjà à avoir une réflexion bien développée.
On peut prendre l'exemple au Danemark des front-runners, ces jeunes sourds qui se développent entre eux autour d'une réflexion et d'une pensée commune. Mais leur réflexion n'est pas universitaire. Donc le monde universitaire et leurs recherches finalement cohabitent sans vraiment encore se rencontrer. Je pense qu'il faudra encore 10 ans pour que l'avancée soit significative. Là, c'est encore trop tôt. Est-ce que la recherche a un impact sur la perception de la société ? Bon, tout d'abord, que les universités accueillent les études sourdes en leur sein représente déjà une avancée importante. Ça, et que la société fasse place à l'étude et au débat. Après, l'acceptation des résultats n'est pas toujours évidente. Il y a quand même une chose claire, c'est que les sourds et la langue des signes sont de plus en plus représentés à la télévision. Il y a de ça 30 ans, ils étaient parfaitement invisibles. Donc que ce soit à la télé, dans les journaux, dans les écrits, les dessins, ou sous toute forme artistique, je dirais que la personne sourde est de moins en moins perçue comme une victime à plaindre. Voyons un exemple. La série télé Scam, sortie l'année dernière, cette série montre une identité sourde claire et assumée. Et ça, c'est novateur et intéressant. Ça traduit un changement du regard porté sur la surdité. Le pauvre sourd à plaindre, elle est finalement de moins en moins. Elle est là, l'influence, dans l'information continue qui aborde entre autres identité, culture, art. Voilà, les recherches en cours apporteront ensuite finesse et précision, mais c'est en cours. Quand est-ce que les sourds ont commencé à lutter pour l'accessibilité ? Les sourds se sont d'abord battus pour le droit à l'éducation. Pourquoi ? Toute personne sourde doit être bilingue. Une langue des signes et une langue écrite. Que ce soit le français, l'italien ou autre, peu importe, mais écrite, c'est fondamental. Au XIXe siècle, les sourds avaient très clairement droit à la langue des signes. D'abord. Mais il leur fallait ensuite une langue écrite, une langue maîtrisée qui leur rassurait une liberté. Ça signifie que si, malgré une bonne langue des signes, je ne maîtrise pas la langue écrite, et puisque aussi dans la société française la langue écrite prévaut, sans elle, je deviens complètement dépendant d'autrui. Et quand je dépends de l'autre, où est ma liberté ? Si mon éducation me donne une solide langue des signes, puis une solide langue écrite, alors je suis complètement libre. C'est pour ça que depuis longtemps déjà, les sourds réclament une éducation bilingue, et c'est finalement le cœur de la lutte. La langue des signes facilite l'accès au français. C'est par les signes qu'on accède au français et qu'on peut ensuite apprendre facilement par le français. Sans langue des signes, on se heurte à un mur. C'est pour ça que la base de la lutte est l'accès à une éducation bilingue dans un premier temps. Aujourd'hui, le combat est autre, c'est d'avoir accès à l'information. Au XIXe siècle, on n'avait pas de télé, on n'allait pas au cinéma. Donc, puisque tout était à l'écrit, ça a passé à peu près. Mais aujourd'hui, on réclame de la LSF et des sous-titres à la télé, au cinéma, sur Internet, de façon à avoir un accès complet et facile à l'information. Voilà ce qui a été rajouté au socle de base. Historiquement, parler de lutte pour l'accessibilité, c'est parler d'accessibilité à l'éducation bilingue, langue des signes et écrit. Puis petit à petit, de nouveaux éléments ont fait évoluer la lutte. Les personnes sourdes ont besoin de jouir de leur liberté, enfin, on est des personnes normales. Alors oui, on n'entend pas, mais est-ce que c'est un handicap ou est-ce que c'est une différence ? Ça, par exemple, c'est un débat qui trouve sa place dans les études sourdes. Mais les sourds réclament avant tout le droit à quoi ? À l'égalité. L'égalité parfaite et absolue, avec une condition sine qua non, qui est l'accès à l'éducation. C'est la base de ce combat. Dans un premier temps, et c'est élémentaire, les enfants sourds doivent bénéficier d'une éducation à l'écrit solide. C'est primordial. Et concernant la recherche en études sourdes, il faudrait que plus d'étudiants y contribuent. Plus d'étudiants qui viendraient de sociologie, anthropologie, parce qu'on a besoin de diversité. Avec des recherches dans chaque branche, on pourrait créer une équipe pluridisciplinaire, croiser, confronter les points de vue. Parce que jusque-là, la majorité des recherches sont en linguistique. Et c'est très bien, hein, mais il y a un vide en histoire, un vide en anthropologie, en sociologie, en philosophie. Donc il faut ajouter des compétences pour développer une vraie équipe de travail. Quand les études sourdes seront pérennes
et diversifiées, elles permettront aux associations militantes de se développer et de faire leur chemin en restant en lien avec la recherche. Il faut donc réunir les différences pour favoriser l'échange, et à ce jour, c'est ça qui manque cruellement. Merci, à bientôt!